OK, imaginez la scène. Deux pays, alliés depuis toujours, qui se retrouvent poignés dans une situation diplomatique, disons, assez particulière. Et tout ça, ça se passe où? Ben dans l'Arctique, une région qui devient de plus en plus cruciale sur l'échiquier mondial. Alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? C'est parti de discussions de très haut niveau, après une proposition sortie un peu de nulle part de la part de l'administration américaine, qui voulait ni plus ni moins acheter le Groenland. Et c'est là que ça se corse. Pour le royaume du Danemark, parce que oui, le Groenland fait partie du Danemark, c'est tout un casse-tête diplomatique. Comment est-ce qu'on est supposé réagir à une demande comme ça qui vient d'un allié aussi important? Pour essayer de dénouer tout ça, le ministre danois des Affaires étrangères et sa collègue du Groenland ont pris l'avion pour Washington. L'idée, c'était pas d'aller se chicaner, mais vraiment d'essayer de trouver un terrain d'entente. Ce qu'ils voulaient faire à Washington, c'était assez clair. D'abord, trouver une façon de travailler ensemble pour la sécurité dans l'Arctique, mais en utilisant les ententes qui existent déjà. Ensuite, comprendre ce que les Américains voulaient de plus, côté militaire. Ils voulaient aussi que l'OTAN s'implique davantage là-haut, et surtout préparer le terrain pour la suite des choses. Bon, maintenant, on arrive au cœur de l'affaire. Parce que même si tout le monde veut coopérer, on se rend compte assez vite que les deux alliés n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, la même vision de comment assurer la sécurité dans l'Arctique. Et c'est là qu'on voit que c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a Washington qui dit « Hey, la situation a changé, il nous faut quelque chose de complètement nouveau ». De l'autre, le Danemark et le Groenland qui répondent « Attendez une minute, les outils qu'on a déjà, comme l'OTAN puis l'accord de défense de 1951, ils font encore en masse la job ». Pour bien comprendre la position du Danemark, il faut regarder un peu dans le passé. Le ministre danois a d'ailleurs rappelé un fait historique pas banal. La présence militaire américaine sur l'île a changé du tout au fil des ans. Tu sais, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au plus fort de la guerre froide, il y avait jusqu'à 10 000 militaires américains au Groenland. Aujourd'hui, à peu près 200. Et le point super important que le ministre danois a soulevé, c'est que cette diminution drastique, ce n'est pas le Danemark qui l'a décidé, c'est Washington. Ça résume la situation parfaitement. Pas besoin de faire un dessin. Quand on parle de souveraineté, d'acheter un territoire, c'est clair qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mais même s'ils ne s'entendent pas sur le fond, on a dit que les discussions avaient été franches, mais constructives. En gros, ça a permis de mettre carte sur table, de clarifier ce qui n'était absolument pas négociable, ce qu'on appelle les fameuses lignes rouges. Et ces lignes rouges-là, elles sont pas mal claires. Numéro 1, on ne touche pas à l'intégrité du territoire. Point. Numéro 2, le peuple du Groenland a le droit de décider de son propre avenir. C'est non négociable. Et finalement, l'idée même d'acheter le territoire est juste inacceptable. Là-dessus, il n'y a pas de discussion possible. La ministre du Groenland a d'ailleurs ajouté un point super important. Elle a été très, très claire. Coopérer, travailler ensemble, oui, absolument. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut se faire acheter. Il y a une grosse différence entre être un partenaire et être une propriété. Bon, alors, on fait quoi maintenant? Le résultat le plus concret de ces rencontres, c'est qu'on a mis en place un mécanisme, une façon de continuer à se parler, mais de manière plus structurée. Et cet outil-là, c'est un groupe de travail de haut niveau. Son but, c'est de voir s'il y a moyen de trouver un chemin commun qui pourrait rassurer les Américains sur leurs questions de sécurité, mais sans jamais traverser les lignes rouges du Danemark et du Groenland. La job de ce groupe-là, elle est donc vraiment précise. Il faut qu'ils se parlent, qu'ils explorent des options, qu'ils tiennent compte des besoins américains, mais qu'ils fassent tout ça en respectant à la lettre le cadre qui a été fixé. Disons qu'ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Puis, pour comprendre à quel point toute cette histoire est délicate, il faut garder un chiffre en tête, 225. Ça fait 225 ans que les États-Unis et le Danemark ont des relations diplomatiques. C'est la plus vieille alliance ininterrompue de toute l'histoire américaine. C'est pas rien, là. Donc, l'ambiance, c'est un peu un optimisme prudent. L'idée avec le groupe de travail, c'est de calmer le jeu publiquement, puis de voir à tête reposée s'il y a vraiment un moyen de trouver une solution qui fait l'affaire de tout le monde. Et tout ça nous amène à une grosse question. Cette histoire entre les États-Unis et le Danemark, c'est peut-être juste un petit exemple de quelque chose de bien plus grand. Dans un monde qui change à toute vitesse, est-ce que des alliances qui datent de plusieurs siècles peuvent vraiment survivre à des nouvelles demandes, des demandes parfois complètement folles, sans finir par casser? La question est posée.